Bonjour à tous. On a commencé un petit peu en avance la connexion pour laisser le temps à tout le monde de rejoindre et de voir. Donc on va commencer effectivement à 30. On va prendre un peu de temps. Bienvenue pour ceux qui sont en avance. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les étapes essentielles pour une réponse efficace aux vulnérabilités. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nicolas Charme, je suis responsable des services clients chez Rudder et je vais vous présenter une approche pour justement traiter efficacement les vulnérabilités. Ce webinaire utilise Livestorm pour poser des questions. Donc, vous pouvez utiliser le petit onglet à droite. Vous avez un petit onglet à droite pour poser des nouvelles questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre en cours de webinaire. Il y a aussi un espace de chat où vous pouvez discuter pour aller plus en détail dans certains sujets. Et on va vous poser des questions en cours de route. Il y aura des sondages auxquels on vous laissera le temps de répondre pour avoir un peu votre retour sur l'ensemble. Alors, je vais commencer par une question ouverte. Que recherchez-vous dans ce webinaire? Je vous laisse répondre directement dans le chat. Et on va commencer effectivement le webinaire par une introduction qui est assez logique. Les cyberattaques deviennent de plus en plus courantes et de plus en plus sophistiquées. Ça, ce n'est pas une nouvelle. C'est plus du tout question de savoir si on va être attaqué, mais quand est-ce que l'attaque arrivera. En 2024, les statistiques sont vraiment pas réjouissantes. Il y a eu 768 CVE qui ont été exploités effectivement, 20% de plus que l'année précédente. 40 000 nouvelles CVE ont été publiées, c'est plus que 100 par jour. C'est aussi beaucoup plus qu'en 2023, qui était déjà une année un peu catastrophique en termes de nombre de vulnérabilités. Sur toutes ces vulnérabilités, il y a eu 181 failles 0day. Donc des failles 0day, c'est des failles qui sont connues, mais pour lesquelles on n'a pas de correctif. On peut juste essayer de trouver des moyens pour empêcher que ça se propage ou éteindre les systèmes, mais il n'y a pas de correction. Et pour ce qui est des ransomware qui sont connus, les gens ont en moyenne payé 9,5 millions de dollars par ransomware, qui est aussi une augmentation par rapport à 2023. Donc les indicateurs sont plutôt tous au rouge en termes de vulnérabilité. Alors, on va faire un petit rappel de définition sur ce que sont des menaces, ce que sont les vulnérabilités et les risques. Donc, une menace, c'est quelque chose qui peut détruire ou endommager des ressources. Alors, les ressources aussi, c'est un terme assez large qui recouvre des services, des données ou des machines. La plupart des menaces visent les données ou la disponibilité de ces données et sont regroupées il y a 3 principales sources pour les menaces. Il y a les humains qui peuvent faire des erreurs, ça arrive, une erreur de configuration ou une erreur d'action qui va supprimer des données par erreur. Ça peut être des humains malhonnêtes, des gens qui sont fâchés et qui décident au moment de partir de la société, de tout détruire derrière eux, de faire une terre brûlée. On a des attaques externes, donc tout ce qui est virus, ransomware, qui vont viser à prendre le contrôle ou à détruire des données, voler des données automatiquement ou manuellement avec des attaques complexes, et de la fuite de données
Donc là, c'est vraiment de l'extraction pour réutiliser ces données, les revendre ou les exploiter à des buts d'intelligence économique. Et enfin, on a un volet catastrophe naturelle. Donc ça peut être une pelleteuse qui va détruire une fibre optique, ça peut être un incendie, une inondation, un ouragan, et ça, on en a de plus en plus, ou une attaque distribuée. Ce n'est pas exactement une catastrophe naturelle, mais ça vient de l'extérieur, on ne peut pas y faire non plus grand-chose. Alors, des menaces qui ont eu des gros impacts en 2024, il y en a une qui est probablement celle qui est la plus marquante, c'est la panne liée à CrowdStrike. Donc, en juillet 2024, CrowdStrike a mis à jour le logiciel Falcon Sensors et les fichiers de configuration qui ont été distribués n'étaient pas corrects par rapport au logiciel. C'est quelque chose qui était assez profond dans Windows et ça a planté totalement 8,5 millions de systèmes Windows avec des écrans bleus et des reboots en boucle qui ont mis pour certaines sociétés plusieurs mois à corriger l'ensemble des systèmes, parce que certains étaient assez lointains, il fallait manuellement, dans certains cas, traiter le problème. Une autre qui est un peu moins connue, mais qui est plutôt du côté des catastrophes, c'est une inondation dans un data center. Donc en novembre 2024, dans le data center de l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, il y a une canalisation qui s'est brisée, il y a eu une inondation et il y a eu 20% de serveurs qui ont été endommagés. Il a fallu 3 mois à l'Observatoire pour pouvoir recommencer à avoir une activité normale. Alors, les vulnérabilités, elles, ce sont des faiblesses ou des failles dans les systèmes qui les laissent exposés à des menaces. Alors, on a un volet plutôt technique qui sont des paquets vulnérables, donc soit parce que, soit vulnérables et une mise à jour est disponible, auquel cas on pourra juste le corriger en faisant une mise à jour, soit des paquets vulnérables sans correction. Mais ça peut être des logiciels non approuvés aussi, des gens qui vont installer des outils qui ne sont pas suffisamment sécurisés pour l'environnement ou qui même ouvrent des failles parce qu'ils contiennent des virus. Ça peut être de l'autre côté des erreurs, des mauvaises configurations de système qui vont permettre de prendre l'accès, des réseaux qui sont trop ouverts, donc des proxys qui n'ont pas été mis correctement, des firewalls qui n'ont pas été suffisamment fermés ou des choses qui sont connectées à Internet qui ne devraient pas être connectées à Internet, ou des erreurs humaines. On est des humains, on fait des erreurs, ou une négligence, un point qui n'a pas été vu, qui n'a pas été traité, parce qu'on a préféré se concentrer sur un autre sujet. Alors, des vulnérabilités notables de 2024, on a eu un zero day dans Ivanti à cause de plusieurs CVE. Donc, Ivanti, c'est un logiciel qui permet de sécuriser les systèmes et les réseaux. Et donc, il y a une combinaison de 4 CVE qui sont enchaînés, qui ont permis l'intrusion dans les réseaux des organisations. Ça permettait de contourner l'authentification et ensuite d'injecter des scripts dans l'outil qui permettaient de faire des choses sur l'infrastructure des utilisateurs. Il y en a eu une autre qui a été sur le build de XZ. Alors, XZ, c'est un système de compression. Et en février 2024, il y a une backdoor qui a été introduite dans ce système via une attaque très sophistiquée, une prise de contrôle du repository. Et la personne avait uploadé des binaires qui étaient pour les tests et qui étaient linkés au build et qui, en fait, faisaient une attaque sur OpenSSH permettant une prise d'accès à distance si on se connectait avec une clé SSH particulière. Cette vulnérabilité a eu le score le plus haut possible de 10. Heureusement, elle n'a pas été... elle n'est pas allée jusqu'en production parce qu'on a eu de la chance, mais elle était vraiment très critique. Et enfin, le risque, c'est une combinaison du niveau de menace, de l'exploitabilité des vulnérabilités et du niveau de criticité des ressources. Donc, les ressources, c'est comme j'avais dit, c'est des serveurs, des services, des données que vous avez et qui ont une valeur pour vous. Ou une importance, donc ça peut être une valeur business, ça peut être un impact que ça a. Le SSO, typiquement, a un très très gros impact, une très très grosse criticité dans l'infrastructure.
Les vulnérabilités, c'est une faiblesse dans le système ou une faille qui peut être exploitée. Alors ça, l'exploitabilité se mesure en fonction des vecteurs d'attaque de la vulnérabilité et de la faiblesse connue et de la combinaison des deux. Et enfin, le niveau de menace, c'est l'impact potentiel sur ces ressources et qui se base sur les exploits qui sont connus et est-ce que c'est facile ou pas d'exploiter. Si c'est juste un simple script que n'importe qui peut exécuter chez lui ou si ça a besoin d'un acteur étatique qui va faire une attaque prévue sur 12 mois. Dans certains cas, l'exploitabilité peut être presque inexistante pour certaines vulnérabilités. Typiquement, des systèmes qui ne sont pas connectés, qui sont air-gapped, vont être très peu sensibles à des exploits. Et dans d'autres cas, ils peuvent être très élevés. Typiquement, on avait eu Log4Shell, qui était un problème dans une librairie Java qui permettait d'exécuter du code côté Java, qui a été exploité pendant au moins 9 jours, peut-être plus, avant qu'on connaisse cette vulnérabilité, qu'elle ait été divulguée. Et souvent, on ne sait pas quel est le niveau d'exploitabilité d'une vulnérabilité, parce que même on ne sait pas qu'elle existe. Par exemple, CrowdStrike, c'était totalement inattendu. Personne ne s'attendait à avoir une telle vulnérabilité. Donc là, je vais vous présenter une stratégie pour gérer les vulnérabilités. C'est une stratégie parmi tant d'autres. Globalement, tous les exemples recouvrent les mêmes sujets. Donc moi, je vous en présente une en 9 étapes qui couvrent les différents sujets. J'ai une question pour vous, un sondage. Est-ce que vous avez déjà mis en place une stratégie pour gérer les vulnérabilités chez vous? Donc vous avez un petit sondage qui est apparu et normalement, vous pouvez y répondre. Alors, la première étape de cette stratégie en 9 étapes, ça va être de connaître exactement quelles sont les ressources que l'on a et quelles sont les dépendances entre elles. Donc, il va falloir découvrir, ça va être souvent l'étape la plus difficile, les identifier, les cartographier ensemble, que ce soit les parties matérielles ou logicielles. Donc, ça peut être ça va être les ordinateurs, les serveurs, les switches, les systèmes connectés, l'IoT, les téléphones, potentiellement des gens qui se connectent sur le réseau. Le côté logiciel, donc ça va être les systèmes d'exploitation, les logiciels qui tournent dessus, les dépendances de ces logiciels. Si vous développez vos propres logiciels, les librairies que vous utilisez dans ces logiciels. Et il y a un point aussi qui est très important, ça va être tout ce qui est à l'extérieur de votre système et que vous utilisez quand même. Donc des prestataires de services qui vont avoir accès à votre infra, des services en SaaS. Et pour cela, il faut aussi les traiter comme des ressources critiques qui peuvent avoir des vulnérabilités et un impact sur votre système. Idéalement, il faut essayer d'automatiser au maximum la découverte et mettre à jour régulièrement avec des agents d'inventaire ou des agents de détection de scan réseau, voire des scans de containers, si vous avez des containers, ou régulièrement obtenir les software bill of material de tous les logiciels que vous buildez pour avoir automatiquement cette information-là et le mettre dans une CMDB, une Configuration Management Database, et cartographier toutes les relations entre chacun de ces systèmes pour voir quels peuvent être les impacts d'un défaut de l'un sur le reste de votre chaîne. Sans surprise, il va y avoir énormément de ressources qui vont être listées et donc il va falloir prioriser vos ressources sur lesquelles vous devez vous concentrer. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent. Moi, j'aime bien le Asset Criticality Ranking, mais globalement, à chaque fois, les questions qu'on va se poser, c'est quelle est la conséquence si cette ressource a une défaillance. Typiquement, si le SSO ne fonctionne plus, plus personne ne peut se connecter à aucun des services, et donc potentiellement ne travaille plus. Il y a un cas encore pire, c'est le SSO autorise tout le monde, et là, n'importe qui peut se connecter sur vos ressources, et c'est bien plus critique. Est-ce que la ressource est fiable? Est-ce qu'elle tombe souvent en panne ou a besoin d'être redémarrée régulièrement? Si oui, il va falloir lui donner un peu plus d'amour pour vérifier ou résoudre ce problème de fiabilité. Est-ce qu'on peut facilement identifier la panne
avant qu'elle impacte effectivement, ou est-ce que le seul moyen de savoir qu'il y a une panne, c'est de constater que quelque chose est cassé, ou des utilisateurs crient, ou la chaîne de production est arrêtée? Est-ce que la ressource est connectée à Internet? Est-ce que c'est dans un environnement air-gap? En fonction de ça aussi, ça va vous donner une priorité, parce que la surface d'attaque ne va pas être la même. Et enfin, est-ce que c'est difficile de remplacer la ressource? Donc si la ressource a été hackée, on ne peut plus vraiment lui faire confiance, il faut la remplacer. Est-ce que c'est facile ou pas? Si oui, c'est moins risqué que si c'est un travail de 3 mois pour la remettre en place. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question avec les différents responsables de chacun des systèmes. Ensuite, le problème, c'est qu'on a plein de nouvelles vulnérabilités chaque jour qui sont identifiées. Il peut aussi y avoir des erreurs de configuration, des changements sur les configurations qui vont exposer à des problèmes, exposer à des risques. Les normes de sécurité, de conformité qui existent nécessitent, enfin même forcent à avoir des scans de vulnérabilité réguliers. Alors le problème, c'est que certaines de ces normes ne forcent des scans que tous les mois ou tous les 3 mois, ce qui n'est vraiment pas assez. Et de faire des audits pour valider la conformité des configurations, ces audits sont parfois trimestriels ou annuels, mais c'est aussi pas assez. Il y a une trop longue période de temps dans laquelle on risque de ne pas être en sécurité. Donc, essayez d'automatiser les scans de vulnérabilité et les vérifications des configurations pour diminuer l'exposition de vos systèmes, ou au moins savoir que vos systèmes sont exposés et donc pouvoir agir. Et donc, c'est l'étape suivante qui est la mesure du risque. Vous allez avoir énormément de résultats sortis des scans. Il va falloir prioriser en se basant sur la priorisation des ressources précédentes et aussi sur l'impact de la vulnérabilité, donc la sévérité pour la vulnérabilité ou le score de la CVE. Est-ce que c'est facile d'exploiter cette vulnérabilité ou cette faille? Et les vecteurs d'attaque. Dans les CVE, on a des vecteurs d'attaque. Est-ce que ces vecteurs sont compatibles avec les façons dont vos ressources fonctionnent? Typiquement, quelque chose qui a besoin d'une connexion Internet et qui est air-gap n'aura probablement pas besoin d'être priorisé. Ensuite, en se basant sur les points les plus critiques qui ont été vus précédemment, en se basant sur l'évaluation des risques, il va falloir remédier les problèmes. Donc, les remédiations typiques, ça va être de la mise à jour, ou du patch de logiciel ou de système d'exploitation, reconfigurer ce qui est vulnérable, potentiellement simplement décommissionner le système et le remplacer par un autre qui, lui, ne sera pas vulnérable, ou si aucune de ces solutions précédentes existe, isoler d'une façon ou d'une autre, en mettant des firewalls tout autour, en le mettant dans un réseau dédié, ou en le mettant en air-gap, ou quelque chose comme ça. Pour avoir des remédiations efficaces et rapides, il est important d'avoir aussi tous les responsables des équipes impactées qui soient inclus dans le process, et aussi en faire vraiment un process qui soit régulièrement appliqué par différentes équipes. Il y a un point qui est important, on n'a pas toujours des fenêtres de maintenance qui sont disponibles pour faire toutes ces actions-là. Les remédiations, une fois qu'elles ont été faites, ont besoin d'être validées. Est-ce que la vulnérabilité a bien été traitée? Est-ce qu'on n'a plus ce problème-là? Et surtout, est-ce que le changement n'a pas introduit une autre vulnérabilité? Et idéalement, automatiser cette remédiation sur tous les systèmes qui pourraient être potentiellement impactés. Donc, pas uniquement les prioritaires, mais tous les autres. Ensuite, il faut garder évidemment les systèmes mis à jour pour diminuer l'exposition aux failles One Day, donc les failles qui ont été publiées pour lesquelles on a un correctif, limiter les risques d'exploitation du coup des vulnérabilités. En ayant des systèmes qui sont à jour, c'est beaucoup plus simple de faire les mises à jour suivantes. On n'a pas des grands sauts de version. Et en ayant un process automatisé, on va avoir un gain de temps pour les équipes opérationnelles. Elles ne devront pas manuellement aller sur chacun des systèmes faire les mises à jour, mais au contraire, ce sera un système qui sera automatisé avec un retour d'informations, idéalement. Dans certains cas, certains systèmes ne peuvent pas être mis à jour. On va en parler un petit peu plus tard sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là.
Il y a un volet de formation aussi. Il faut inclure tous les gens de la structure dans la stratégie de réponse aux vulnérabilités. Il faut être capable d'identifier les menaces. Alors, notamment, il y a des menaces via phishing ou social engineering qui deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus sophistiquées, avec de l'intelligence artificielle, reprendre les voix des personnes, voire même faire des fausses visioconférences pour demander des choses. Donc, il faut que les gens soient au courant que ces problèmes existent, et on va diminuer les risques en ayant une détection rapide de ça. Donc les gens identifient qu'il y a effectivement un problème ou quelque chose de suspect et sachent comment réagir, vers quelle personne se tourner, comment traiter ça et demander potentiellement confirmation si on demande de faire des actions. On peut encore aller un peu plus loin en faisant du pen testing, de simulation d'attaque sur l'infrastructure, que ce soit des simulations qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, et voir comment les personnes vont réagir et mettre en place des approches, des solutions au fil du temps. Alors, parfois, on ne peut pas corriger des vulnérabilités. Il y a plusieurs raisons possibles. Le système dépend d'une vieille version d'un logiciel, et il n'y a pas de nouvelle version, ou alors pas de nouvelle version compatible. Typiquement, un équipement industriel dépend d'un logiciel qui ne se fait plus, parce que l'équipement industriel ne se fait plus, on ne va pas pouvoir faire de mise à jour. On a une faille qui est trop profonde dans le système, et du coup, c'est impossible de corriger. La ressource n'est pas actionnable. Vous avez par exemple un appliance chez vous et vous ne pouvez pas modifier des choses sur cette appliance. Donc il faut aller réussir à convaincre la personne qui vous distribue cette appliance de corriger la vulnérabilité. Ou alors vous n'avez pas de fenêtre de mise à jour, vous ne pouvez pas mettre à jour le système maintenant. Il faut attendre que la chaîne de production soit arrêtée ou que le système critique puisse être mis à jour. Dans ces cas-là, on a une approche qui est en deux pans. En amont, il va falloir protéger le système, l'isoler par des proxys, l'isoler par des firewalls ou l'isoler même dans un réseau spécifique pour diminuer la surface d'attaque, changer des configurations pour durcir, augmenter la sécurité autour. Donc peut-être que ce système ne peut pas être mis à jour, mais tout ce qui est connexe peut être totalement mis à jour et durcir. Planifier la décommission du système pour remplacer par un système qui, lui, peut être sécurisé. Et identifier quand le risque est réalisé pour pouvoir réagir et avoir un plan de réaction sur cette réalisation du risque pour limiter les impacts. En parallèle, il faut avoir un plan de reprise sur incident ou sur catastrophe qui soit testé régulièrement. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous testez régulièrement votre PRA pour vous assurer qu'il soit effectivement fonctionnel? Je vous laisse répondre à ce sondage. Et on va passer au slide suivant. Enfin, la dernière étape, ça va être le durcissement des systèmes. Donc, comme je disais un peu plus tôt, la plupart des normes de conformité nécessitent d'avoir des audits de configuration et donc un niveau minimal de durcissement des systèmes. Donc, on a des benchmarks de sécurité qui sont publiés par l'ANSSI, par CIS, qui sont très utiles dans ce cas-là, qui vont vous permettre de couvrir à peu près l'ensemble des configurations. Ils sont très stricts et donc, pour que vos systèmes puissent effectivement fonctionner, vous allez devoir avoir des exceptions en se basant sur les rôles de ces systèmes. Et ces exceptions vont avoir besoin d'être tracées et justifiées. Et tout ça, ça va vous permettre de réfléchir sur le rôle effectif de chacune des ressources. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des parties ouvertes sur ces ressources? Ça prend beaucoup de temps à mettre en place, donc on vous conseille de commencer par les systèmes qui sont les plus critiques ou alors les plus susceptibles d'être exploités. Alors, je vais vous parler de Rudder. Rudder, on est un éditeur français de logiciels open source d'automatisation de la sécurité opérationnelle. L'objectif de Rudder, c'est de vous permettre d'implémenter et de maintenir votre propre modèle de sécurité. Pour ça, on a une approche en 3 volets, avec une partie gestion de la configuration, où vous allez pouvoir déployer et auditer vos configurations,
avoir un contrôle automatique toutes les 5 minutes et une remédiation automatiquement potentielle toutes les 5 minutes des non-conformités. On a un volet de mise à jour et gestion des vulnérabilités. Donc, on a dans Rudder un système d'inventaire complet des systèmes, on sait exactement ce qui est dessus, et on peut détecter les CVE, planifier des mises à jour via du patch management et suivre la remédiation de ces vulnérabilités. On peut aussi faire des mises à jour générales de tous les systèmes avec des remontées d'informations pour s'assurer que les mises à jour soient correctement faites. Et enfin, on a un volet sur tout ce qui est conformité au benchmark de sécurité, avec des preuves de conformité sur des benchmarks CIS. Les gros avantages de Rudder, c'est d'avoir une interface graphique qui est assez simple à utiliser, une API complète qui permet aussi d'automatiser la gestion de Rudder via des outils tiers. On est compatible Linux, Windows et on fonctionne aussi bien sur du on-premise ou dans le cloud ou sur des systèmes hybrides. Alors j'ai une petite démo pour vous sur comment on peut détecter des vulnérabilités avec Rudder et les résoudre automatiquement. Donc, ici, c'est l'interface de Rudder. On a une liste de nœuds qui sont traités, enfin qui sont gérés par Rudder avec un score. Donc, le score, c'est une approche synthétique de la conformité, du patch management et des vulnérabilités. On a des systèmes Linux et Windows, et là, on voit qu'on a un serveur AD qui a un score uniquement de B. Alors, comme c'est notre Active Directory, on préférerait avoir un score de A. Et en fait, le souci ici, c'est qu'on a des mises à jour qui pourraient être appliquées sur le système. Donc en cliquant sur le volet System Update, on va voir qu'effectivement, cette machine Active Directory a une mise à jour de sécurité qui doit être appliquée, qui est la mise à jour cumulative. Si on regarde côté vulnérabilité de ce système, on va voir aussi qu'on a plusieurs vulnérabilités avec un score de 8.8. Alors on en a plusieurs qui sont sur des buffers overflow de media player, donc ça c'est pas très important, on ne va pas jouer des vidéos dessus. Par contre, on en a une qui est assez gênante sur le Windows Remote Desktop qui permet d'exécuter du code sur le réseau. Donc c'est une vulnérabilité qui a un score de 8.8 qui est assez élevé. On va la remédier automatiquement en faisant une campagne de mise à jour avec Rudder. Donc une campagne permet de mettre à jour un paquet directement pour fixer ou remédier. Donc là, je vais forcer le redémarrage de l'Active Directory, même si les utilisateurs sont connectés, parce que je veux vraiment remédier à cette faille, et je vais faire une campagne de patch qui a une durée d'1 heure et qui va démarrer maintenant pour m'assurer que la mise à jour est faite effectivement maintenant. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va installer SKB, qui est une mise à jour cumulative, et ça va s'appliquer sur tous les nœuds qui sont touchés par cette vulnérabilité. Donc j'ai sauvé, elle est active. Là, on a sauté un peu dans le temps. La campagne est en train de tourner. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de résultat. On sait que la mise à jour va se faire à 15, donc dans quelques minutes. Et le temps va encore un peu tourner. Et là, on voit que la mise à jour a été effectivement faite. Donc, ça a tourné et on a eu un paquet qui a été mis à jour. C'est le Cumulative Update for Microsoft Server Operating System du mois de mai. Si on revient côté vulnérabilité, on voit que le système Active Directory n'a plus de CVE qui sont publiés et la CVE 299.66 sur le Remote Desktop est effectivement fixée. Et on le voit en haut que la campagne a été créée et que la vulnérabilité a été remédiée. Est-ce que vous avez des questions? Et j'ai aussi un sondage pour vous, le dernier. Est-ce que vous souhaitez une démonstration personnalisée de Rudder qu'on pourra faire après le webinaire en prenant rendez-vous? Si vous avez des questions, c'est le bon moment de les poser dans l'interface.
Merci aussi pour vous, pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention, d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions et je vous souhaite une excellente journée.